Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu spécial. On part pour une balade à Paris, mais pas n'importe laquelle. C'est une balade à travers le temps. On va suivre un seul et même chemin, un tout petit trajet, mais qui a vu passer, tenez-vous bien, 14 siècles d'histoire. Oui, 1400 ans. Imaginez, un seul trajet qui part de l'île de la Cité et qui va jusqu'à la périphérie. Et sur ce chemin, on va croiser des rois, des révolutionnaires, des artistes. Bref, on va découvrir tous les secrets que Paris a à nous offrir. C'est un peu comme si une machine à remonter le temps était cachée juste là, sous nos pieds. Et pour nous guider dans cette aventure, qui de mieux qu'un roi? Mais pas n'importe lequel. Un roi du 7e siècle, Dagobert Ier. On va tout simplement suivre le chemin qu'il faisait lui pour aller de son palais à Paris jusqu'à sa maison de campagne. C'est parti, on commence l'exploration. Alors, première étape, le cœur du pouvoir mérovingien. Mais au fait, c'est qui ce roi Dagobert, notre guide du jour? Eh bien, pour Dagobert, il faut savoir que Paris, ce n'était pas vraiment le centre du monde. Non, le vrai cœur de son pouvoir, c'était sa villa à Clipiécume, qui est devenue Clichy. C'est là-bas que tout se passait. Il s'est marié là-bas, il recevait les ambassadeurs, il prenait les grandes décisions. C'était en quelque sorte un Versailles, mais bien avant l'heure. Paris, finalement, n'était qu'une petite étape sur son chemin. Notre balade commence donc sur l'île de la Cité. Évidemment, le palais de Dagobert, il n'existe plus. Il a été remplacé par le palais de justice qu'on connaît. Mais, et c'est ça qui est dingue, il en reste une toute petite trace, un vestige caché. Si on se faufile dans un couloir abandonné du métro Cité, on peut encore voir un bout du mur romain sur lequel le palais était construit. C'est un vrai fantôme de pierre de cette époque. Juste à côté de ce palais, il y avait le tout premier jeu de paume de Paris, l'ancêtre du tennis, quoi. Et il y a une légende assez sympa qui raconte qu'un joueur, pas très respectueux, s'amusait à viser une statue de la Vierge avec sa balle. Et un jour, en plein match, il est sur le point de gagner, il lève le poing pour narguer la statue une dernière fois, et bam! Il tombe, foudroyé, mort sur le coup. Le châtiment divin, comme on disait à l'époque. On avance un peu sur notre chemin, on arrive rue des Bons Enfants, et là on tombe sur une histoire à la fois tragique et complètement ironique. On est en 1892. Un anarchiste, Émile Henry, pose une bombe dans les bureaux d'une compagnie minière. Sauf que le concierge trouve le paquet suspect. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a le bon réflexe, il l'amène au commissariat. Et c'est là, au commissariat, que la bombe explose. Bilan, 5 morts. C'est terrible, la bombe ne visait pas du tout les policiers. C'est un geste citoyen qui a provoqué leur mort. Ce qui est génial avec ce parcours, c'est qu'on voit vraiment comment les puissants ont littéralement sculpté Paris. Prenez Richelieu, par exemple, en 1633. Le coup de génie. Il achète des terrains pas chers du tout, juste en dehors des murs de la ville. Et une fois qu'il est propriétaire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait déplacer le mur d'enceinte. Comme par magie, son palais cardinal, qui deviendra le palais royal, se retrouve en plein cœur de Paris. Et la valeur de ces terrains s'envole. Franchement, c'est l'une des meilleures opérations immobilières de tous les temps. Allez, on continue, et là, on passe devant la Banque de France. Et juste sous nos pieds, il y a quelque chose d'assez incroyable. Tenez-vous bien, 3000 tonnes. Ce n'est pas le poids du bâtiment, non, c'est la quantité d'or qui est stockée là, dans le coffre-fort qu'on appelle la souterraine. 3000 tonnes d'or. Et forcément, pour protéger un tel trésor, il faut des moyens. Juste pour donner une idée, la porte du coffre, à elle seule, pèse 35 tonnes. Autant dire que le magot de la nation est plutôt bien gardé. Bon, on change un peu d'ambiance. Là, notre chemin nous emmène dans un quartier où les histoires deviennent, disons, plus pimentées. On va croiser des espions, assister à des scandales, rencontrer des artistes et des courtisanes. Ça promet? Et on commence avec un personnage qui semble tout droit sorti d'un roman. Françoise Vidocq. Le parcours du type est juste incroyable. C'est un ancien bagnard, il s'est évadé plusieurs fois et il a utilisé toute sa connaissance du milieu pour devenir chef de la police. Rien que ça. Et ce n'est pas tout. En 1833, juste ici, dans la Galerie Vivienne, il a monté la toute première agence de détectives privés du monde. Il avait 8000 clients, ça allait du commerçant qui se faisait voler au mari un peu trop jaloux. On reste dans la Galerie Vivienne et on reste dans le sulfureux. En 1891, imaginez le scandale. Un auteur, Frédéric de Chirac, présente sa pièce. Et en plein milieu de la scène, l'actrice principale défait son corsage et lance cette phrase incroyable « Tiens, gueux, voici ma chère, plante-y ton baiser ». Forcément, ça a fini au tribunal. Mais sans le vouloir, Chirac venait tout simplement d'inventer l'ancêtre du striptease. Le quartier, au XVIIe siècle, c'était vraiment the place to be. Et on y trouvait même des artistes qui étaient aussi des businessmen. Jean-Baptiste Lully, par exemple, le compositeur préféré de Louis XIV, il s'est fait construire une maison somptueuse juste ici. Et pour payer les travaux, il a fait quoi? Il a demandé un prêt
à son copain Molière. Comme quoi, les histoires d'argent entre amis, ça ne date pas d'hier. Allez, petite anecdote que j'adore sur ce quartier, l'origine du mot Binette. Ça vient d'un certain Benoît Binet. C'était le perruquier de Louis XIV. Et ces perruques étaient tellement extravagantes, tellement folles, qu'elles attiraient l'œil sur le visage. Du coup, on a commencé à appeler un visage une binette. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que des siècles plus tard, l'Office québécois de la langue française a décidé que le mot officiel pour smiley, c'était binette. Eh oui, nos émojis y descendent directement du perruquier du roi Soleil. On poursuit notre chemin. Et là, on quitte les petites rues un peu tortueuses pour arriver dans une zone qui a connu une transformation, mais radicale. Imaginez, on est passé d'un marécage un peu glauque à l'une des avenues les plus chics de Paris. La question peut sembler un peu bizarre, c'est vrai, mais c'est pourtant la réalité de ce lieu. Comment est-ce qu'on transforme un égout à ciel ouvert en l'une des rues les plus riches de la capitale? La réponse est assez simple en fait. Tout est dans le nom, la chaussée d'Antin. Une chaussée, à la base, c'est une route qu'on a surélevée. Et pourquoi on l'a surélevée ici? Parce qu'en dessous, c'était un marécage qui servait d'égout. Son petit nom, c'était le chemin de l'égout, ça donne une idée de l'ambiance. Et puis en 1721, on a tout recouvert. Et la rue est devenue tellement, mais tellement chic qu'au XIXe siècle, les impôts payés par les 67 maisons de la rue étaient plus élevés que ceux des 450 maisons d'un autre quartier. Incroyable! Justement, sur cette avenue, on passe devant le restaurant Drouan. C'est un lieu mythique. C'est là qu'est remis le prix Goncourt chaque année depuis 1914. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette idée a fait des petits. En 1929, il y avait déjà une cinquantaine de prix littéraires en France. Aujourd'hui, accrochez-vous, il y en a presque 2000. C'est devenu une véritable industrie. Mais ce boulevard n'est pas seulement un lieu de luxe, c'est aussi là que la Révolution a, en quelque sorte, commencé. On est le 12 juillet 1789, 2 jours avant la Bastille. Ici même, un régiment de cavalerie du roi fait face à la garde nationale. La tension monte et les premiers coups de feu éclatent. La nouvelle se propage dans Paris comme une traînée de poudre, et c'est ce qui va pousser Camille Desmoulins à monter sur une table et à lancer son fameux appel. Aux armes, citoyens! L'histoire était en marche. Allez, on attaque la dernière ligne droite de notre parcours. Ça commence à monter un peu. On quitte progressivement le Paris des riches pour arriver dans un quartier avec une âme différente, plus populaire, plus artistique. Et c'est dans ce quartier qu'une petite révolution a eu lieu. Une révolution pour l'art. Ça s'est passé dans la boutique d'un marchand de couleurs. Avant, les peintres devaient fabriquer leurs propres couleurs, ça prenait un temps fou. Et puis un jour, ce marchand, le père Renéquin, a eu une idée de génie. Vendre de la peinture déjà prête, dans des petits tubes. Une invention toute bête, mais qui a absolument tout changé. D'un coup, des peintres comme Monet, Renoir, Manet, qui étaient tous ses clients, ont pu sortir de leur atelier et aller peindre dehors. L'impressionnisme est né, en grande partie grâce à ce petit tube en métal. On avance encore un peu et on arrive en 1814. L'ambiance a changé. Les Cosaques russes sont aux portes de Paris. Le général Moncey installe son QG de défense dans un petit cabaret tenu par le père Latuile. Et ce cabaretier, voyant la défaite arriver, il a un geste incroyable. Il descend à sa cave, l'ouvre en grand et sert à boire gratuitement à tous les soldats en leur disant « Allez-y, buvez les enfants, c'est toujours ça que les Cosaques n'auront pas. » Un magnifique acte de résistance avec du vin. Et voilà, on arrive à la fin de notre trajet, on est à Saint-Ouen. C'est probablement ici que se trouvait la fameuse villa de Dagobert. Aujourd'hui, il y a une église à la place. Du palais en bois du roi, évidemment, il ne reste plus rien. Juste une histoire. Mais c'est un peu ça la leçon de cette balade, non? Chaque rue, chaque trottoir sur lequel on marche est comme un livre d'histoire, avec des pages superposées les unes sur les autres. Et ça laisse songeur. Ça pousse à se poser la question, quels autres royaumes oubliés, quelles autres histoires de dingue se cachent juste sous nos pieds, là, maintenant, pendant qu'on marche?